thème, 4 ambassadeurs, une voix. Léa Landman. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des ambassadeurs. Cette semaine, on discute de l'après-Bahreïn et des derniers rebondissements de la politique israélienne. Avec nous ce soir, Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université ouverte. Amir Badran, vous êtes conseiller municipal à Tel Aviv-Jaffa. Emmanuel Elbaz-Phelps, vous êtes journaliste et spécialiste des questions internationales sur la chaîne 13. Ari Ben Semoun, vous êtes directeur exécutif d'Elnet France. Premier thème ce soir, le volet économique du plan de paix américain a été présenté les 25 et 26 juin dernier au Bahreïn, avec des réactions prévisibles, donc refus total des Palestiniens et absence des Israéliens. Un bilan mitigé donc, mais on sent tout de même quelques changements. Le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn s'est exprimé dans un média israélien. On l'écoute et on en discute après. Manama, un nouveau Camp David? C'est le pari que Khalid Ben Ahmed Al Khalifa, ministre bahreïni des Affaires étrangères, croit possible. Un optimisme que ne partage pas la grande majorité des pays arabes présents ou absents à la conférence de Bahreïn ces mardi et mercredi. La réunion, intitulée De la paix à la prospérité, présentait le volet économique du plan de paix américain au Proche-Orient. L'autorité palestinienne avait appelé au boycott du sommet et de nombreux pays arabes avaient dénoncé une volonté américaine d'étouffer les aspirations nationales des Palestiniens à coups de milliards de dollars. Si de nombreux observateurs se sont montrés sceptiques sur l'impact de ce sommet, le ministre bahreïni, lui, s'affiche confiant. Pour Khalid Ben Ahmed Al Khalifa, l'atelier économique de Manama réanime l'espoir de paix. De même que Camp David a été un changement majeur après la visite du président Sadat, si cela réussit et si nous nous appuyons sur cela et qu'il attire l'attention et l'élan, ce sera la deuxième nouvelle donne. Khalid Ben Ahmed Al Khalifa va même plus loin. Dans une interview accordée au Times of Israel, il réaffirme le droit à l'existence d'Israël. Israël est un pays de la région, il est là pour rester. Nous voulons de meilleures relations avec lui et nous voulons la paix avec lui. Confiant, le ministre bahreïni précise que d'autres pays arabes de la région croient également en cette initiative de paix, dont le volet politique sera présenté après les élections législatives en Israël. Alors ce plan de paix américain est-il viable ou l'opposition est trop forte du côté palestinien? Amir Badran. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est la réunion à Bahreïn. Elle est sous le titre du volet économique du deal du siècle. Et en fait, on est en train de parler des droits des Palestiniens par rapport au deuxième volet, qui est celui de la proposition politique, qui celui-là reste caché et secret. Et ça pose un grand problème. Ceci dit, quand on peut parler d'un changement, mais à deux vecteurs différents. Et le premier vecteur, c'est vrai qu'il y a une avancée dans la normalisation des rapports entre Israël et les pays arabes autour. On peut déjà citer des pays qui, avant, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite, comme le Yémen et Qatar, et d'autres pays aussi. Avec eux, ces rapports, au départ, étaient cachés, mais ils existaient. Et on est passé en fait à une certaine des rapports solennels au niveau commerciaux. Les rapports montent à un second niveau, au niveau des gouvernements, et non pas uniquement des acteurs économiques. C'est ça une avancée qui est vraiment flagrante. Et on remarque le morcellement du boycott arabe qui existait pendant des longues années. Ça, c'est sur sur le premier vecteur. Sur le deuxième, celui de la question palestinienne, la question est différente. C'est-à-dire que l'absence de la Palestine dans cette réunion, elle est flagrante, elle parle d'elle-même. Et le refus palestinien de voir dans de cette proposition, qui est en fait une proposition d'argent. Ils vendent ça de se faire acheter. Les Palestiniens ne veulent pas se faire acheter par peu importe quelle est la somme, comme une solution juste ou bien durable. Denis Charbit, peut-on commencer par un volet économique? Ça tourne un peu Oslo sur la tête, mais peut-on commencer d'abord par un volet économique pour continuer sur le volet politique? Alors, en théorie, oui, on peut commencer. La preuve en est qu'on commence par le volet économique, ça bien sûr c'est possible. La question c'est quand viendra le volet politique et pourquoi finalement on ne le présente pas en même temps ou sinon simultanément, en tout cas un tout petit peu après. Je suis complètement d'accord avec Amir. Le résultat essentiel et non négligeable, hein, c'est effectivement que voilà, des relations qui étaient de l'ordre de la diplomatie secrète évoluent et deviennent des relations visibles
visibles, officielles. Il n'y a pas encore de relations officielles, mais certainement des relations commerciales. Bon, on voit bien que l'Iran ici joue un rôle finalement fédérateur. On voit bien qu'Israël n'est plus considéré comme une partie du problème, mais presque une partie de la solution. Mais je dirais que les Palestiniens, voilà, c'est pour ainsi dire le prétexte. C'est pas plus que ça. Il fallait bien trouver une raison. Alors d'un côté, on les boude, parce que c'est là pour moi ce qui est le plus étrange. Je ne mets pas du tout en cause la bonne foi de Kouchner. Je pense qu'il y croit vraiment. Mais et puis il faut savoir d'ailleurs que ça existe. Je voudrais par exemple mentionner ici l'existence d'un groupe de réflexion, alors qui relève de ce qu'on appelle en diplomatie de l'opportunité 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des rencontres avec des officiels des deux parties, mais avec essentiellement des universitaires, des professeurs, etc., pour pas donner à cela un caractère trop officiel. Ça s'appelle de quel pays? Alors c'est la France qui organise ça, ça s'appelle le groupe d'Aix, oui, avec un économiste que beaucoup peut-être ici connaissent, qui s'appelle Gilbert Benayoun, et qui a eu cette formule depuis le début, hein, ça remonte à loin, et qui a dit l'économie est seconde mais pas secondaire. Voilà. Et je crois qu'il a tout dit. C'est-à-dire c'est pas secondaire, bien entendu que le plan de paix doit avoir un volet économique, c'est la manne, c'est la carotte, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est indispensable. Je rappelle que dans les accords d'Oslo, il y a eu le protocole de Paris qui effectivement montrait bien qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Mais là, je dirais que sur le plan diplomatique, Trump qui est tellement, comment dirais-je, nous surprend toujours. Il a su rencontrer le dirigeant nord-coréen à la faveur d'un tweet. Quel était le problème pour lui, alors bien sûr en préparant ça auparavant, d'appeler Mahmoud Abbas une semaine avant le sommet de Bahreïn et de venir lui dire allez, viens, on discute, on s'est un peu boudé, on s'est pas trop vu, on va parler de vous, il faudrait que vous y soyez. Non. Et donc de cette manière-là, la conférence, avec l'utilité qu'elle a, moi pour moi l'utilité essentielle au-delà de l'aspect économique, c'est qu'elle peut continuer d'inspirer aux Israéliens que le monde arabe n'est plus contre nous. Ari Ben Semoun. Alors écoutez, moi je suis d'abord très optimiste de voir la tournure que prennent les choses après cette conférence du Bahreïn. Tout simplement parce que, contrairement à ce que l'on entend, le volet politique n'a pas été occulté. Il a déjà commencé avec le monde arabe, avec les accords de Camp David qui ont permis la paix avec l'Égypte, et puis avec les Palestiniens dans le processus d'Oslo. Sauf que ce processus politique qui a démarré à Oslo connaît aujourd'hui ses limites pour toutes les raisons que nous connaissons déjà s'agissant de l'état dans lequel se trouve la société palestinienne, divisée déjà entre l'autorité palestinienne du Fatah et les islamistes du Hamas, donc une division politique, une division territoriale, une division dans la société, une situation économique dramatique de l'autorité palestinienne qui est toujours au bord de la faillite et de la banqueroute. Donc aujourd'hui, mettre sur la table un projet économique consistant. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu, d'acheter les Palestiniens avec des cacahuètes pour leur faire oublier leur rêve de souveraineté et leur rêve, soit dit entre nous et entre parenthèses, de bâtir un État. Parce que si vous voulez... Les Palestiniens, ils pensent, hein, ils y croient que c'est bien comme ça. Hein. Non, d'ailleurs, il y a eu une contre-proposition des Palestiniens d'acheter le peuple américain pour quelques milliards, le peuple américain... Je ne crois pas que les Palestiniens aient véritablement un rêve sérieux. Ils sont enfermés dans une logique qui est celle de l'assistanat, qui est celle de l'irrédentisme, dans des revendications qui n'ont plus aucun sens dans le monde dans lequel nous vivons. Et quand on dit acheter la paix, mais enfin, la paix, ça se dit shalom. Ça vient du mot l'échalem. L'échalem, ça veut dire qu'il faut être prêt à payer quelque chose. Donc oui, la paix, ça s'achète. Ça s'achète avec des concessions, ça s'achète aussi avec de l'argent. Enfin, quand même, 50 milliards de dollars pour relancer l'économie palestinienne, pour développer une activité, renforcer la société palestinienne et lui donner envie finalement de pouvoir se mettre à la même table que l'Israël dans une position de force. Mais je crois que c'est ça la solution au problème quand toutes les autres solutions ont échoué. Alors Emmanuel Elbaz Phelps, à propos de payer, je cite, « Seule la partie arabe fait des concessions alors que l'occupant gagne tout. La terre, la paix et l'argent du Golfe », déplore le député koweïtien Osama Al-Shaheen. Vous êtes d'accord ? Alors, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans le plan politique en fait qui va être présenté logiquement après les élections en Israël et encore une fois sans qu'il y ait aucun engagement au niveau de la date de présentation de ce plan, donc ça peut prendre un peu plus de temps que ça.
Donc c'est un petit peu, on peut pas répondre à l'avance à cette question. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est une des questions qui se posent. Et en tout cas, c'est la position palestinienne de dire, bon bah voilà, les Israéliens ont eu la reconnaissance du Golan, ont eu le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, et donc ça, ce sont des gestes unilatéraux qui ont été faits, qui ont été offerts aux Israéliens par les Américains. Qu'est-ce que nous, les Palestiniens, avons eu en retour? Et aujourd'hui, on décide de notre avenir sans qu'on soit à la table des négociations, parce qu'ils l'ont choisi en réponse à ces actions. Mais je pense que, pour reprendre aussi la question précédente, est-ce qu'on peut commencer par un plan économique et continuer par un plan politique? Et en fait, est-ce qu'on peut de facto créer un État palestinien via ce plan économique et puis ensuite essayer de trouver les solutions politiques? La question aussi est à quel moment on va commencer à implanter ce plan économique. Et c'est pareil, on n'a pas de date, on a des ambitions, on a des chiffres très précis, comme par exemple faire rejoindre la bande de Gaza et la Cisjordanie, et ce qui serait vraiment donner une unité territoriale à la Palestine. Et qui est une des demandes de base des Palestiniens, voilà, qui devrait répondre à une de leurs plus grandes aspirations. On est très loin de cette réalité-là, sachant que les Palestiniens ne se parlent pas entre eux. Mais à la rigueur, la question n'est pas là, ils n'en ont même pas besoin. On peut parler des Palestiniens, de la question palestinienne, de la souveraineté, de l'État, et en leur disant, voilà, ça reste caché, ça reste secret, on n'en parle pas maintenant. C'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je vois mal un scénario où on amène dans la bande de Gaza et en Cisjordanie 50 milliards de dollars, d'accord, où on investit... Ça sera 25 milliards de dollars et 25 pour la Jordanie, voilà, l'Égypte et le Liban. Étalé sur 10 ans, étalé sur plusieurs pays, c'est pas uniquement les Palestiniens, il faut le dire. L'infrastructure, l'éducation, qu'on essaye de créer un lien direct entre la Cisjordanie et entre la bande de Gaza. Je vois mal les Palestiniens dire non, tout ça, ça nous intéresse pas, on n'en veut absolument pas, on prendra rien. Je vois plutôt les Palestiniens laisser les choses se faire, en continuant à crier à l'injustice et au fait qu'on essaye de décider, de les acheter, de décider de leur avenir, et continuant évidemment avec des revendications qui se comprennent, qui sont demandées, ce qu'ils ont toujours demandé, la reconnaissance de la Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale, et le problème des réfugiés, des choses qui vont forcément à un moment donné exploser. Mais on pourrait avancer sur un plan économique. La question est, est-ce qu'on va avancer sur un plan économique? Quand est-ce qu'il va avancer ce plan économique? Tout ça, on ne sait pas. Alors moi, je voudrais avancer sur l'idée d'un État de facto. Un modèle, par exemple, du style Kosovo. Donc un État de facto avant une reconnaissance juridique. Peut-elle être acceptable? Peut-il être acceptable? Non, je pense que pour les Palestiniens, en tout cas, c'est le tout ou rien. Je veux dire, la régression que constitue cette réunion à Bahreïn, c'est qu'il y avait quand même, depuis 1989, et c'était un moment en Israël où il y avait un gouvernement d'union nationale présidé par Shamir. C'était de dire, et c'était une décision historique plus importante qu'Oslo d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'était de dire les Palestiniens seront associés à la maîtrise de leur destin. Voilà, c'était en 89 que ça a été décidé par le gouvernement israélien, et ça a changé toute la donne, puisque de 48 à 89, on pense et surtout depuis 67, on pense qu'on va s'organiser avec les Jordaniens, et là d'une certaine manière, Netanyahou essaye de faire revivre un peu cette idée. Alors bien sûr qu'il y a une dimension du conflit qui est israélo-arabe, mais on sait bien qu'aujourd'hui le conflit est essentiellement israélo-palestinien. Aucun pays arabe, et je rappelle que l'Iran n'est pas un pays arabe, aucun pays arabe ne menace Israël, aucun pays arabe d'ailleurs n'a jamais plus mené de guerre à Israël, n'a jamais déclaré la guerre, à part l'Irak, c'était la guerre du Golfe et c'était un peu particulier, mais en tout cas parmi les pays voisins, plus jamais aucun pays arabe n'a déclaré de guerre, soit parce qu'il ne le voulait pas, soit parce qu'il ne le pouvait pas. Donc j'entends bien que cette dimension israélo-arabe, elle existe, mais enfin elle est marginale, elle est mineure, et tout ce qui se passe aujourd'hui montre bien que le vrai cœur, le vrai centre du conflit, le vrai noyau dur, c'est le noyau israélo-palestinien. Et la dernière chose, c'est que, comment dirais-je, c'est pas un acte philanthropique. Hein, quand on verse un don, et puis c'est terminé, et on n'en parle plus, on a un petit rapport sur ce qui a été fait avec l'argent pour savoir que ça a été bien employé, et ça s'arrête là. Là, bien entendu qu'il y a une revendication politique derrière, et peut-être Mahmoud Abbas serait bien fondé de venir déclarer, bon ben, ok, on l'accepte, quoi en échange? Qu'est-ce qu'on doit, nous,
concéder en échange. Et là, la réponse de Trump, alors qu'elle soit aujourd'hui donnée ou qu'elle soit donnée dans un an, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. La réponse sera quoi? Eh bien, il faut, là je réponds à votre question, il faut vous contenter d'un mini-État, quelque chose comme Porto Rico, etc. Alors, sur la démilitarisation, tout le monde était à peu près d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de position, en tout cas en Israël, et même du côté palestinien, consistant à dire que il faut militariser la Palestine, puisque c'est un État souverain. Donc, il y avait un accord là-dessus. Sur Jérusalem, les Palestiniens n'ont jamais revendiqué Jérusalem-Ouest. C'est toujours été Jérusalem-Est uniquement, et les quartiers de la vieille ville... Même les frontières. Même les frontières, voilà. Donc, ce plan-là économique, avec toutes les vertus qu'il présente, et bien sûr qu'il est indispensable, il ne peut pas se faire sans un dialogue politique concret, réel, qui a d'ailleurs eu lieu. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas était aux États-Unis à la Maison-Blanche, quelques mois après son... Amir Badran, et je voudrais juste un mot là-dessus, parce que tout ce que vous avez dit, je suis bien d'accord avec. Seulement, il faut comprendre que on peut pas rester secret sur le volet israélien de ce pacte. C'est-à-dire qu'il faut aussi parler, non pas uniquement... Déjà, on n'en parle pas de ce que va avoir la Palestine ou ce qu'elle devrait céder, mais en même temps, il faut montrer ce que Israël va prendre ou Israël ce qu'elle va céder. Et là-dessus, là encore, il y a un grand problème parce que tout est caché. On en parle uniquement du côté économique. Je veux dire, le côté économique, comme vous l'avez dit, il est second, il n'est pas secondaire, mais il est second. C'est-à-dire qu'il est temps de parler de la chose même, de la vraie question, de la mettre sur table. Et c'est ça, et c'est là quand on parle du conflit arabe-palestinien, israélien-palestinien, c'est ça. La vraie question, elle est sur la table depuis plus de 30 ans. Les Palestiniens n'ont cessé de dire non à tout. Tout ce qui leur a été proposé, c'est non. Ça n'a rien à voir. Non, mais ça a tout à voir. Donc aujourd'hui, à partir du moment où excusez-moi, mais généraliser sur le comme volet, ça mais non, c'est pas de généralisation. À partir du moment où on voit bien que les diplomates se sont cassés les dents sur une question qui s'appelle la négociation politique, parce que les Palestiniens à qui tout a été proposé, on va pas refaire l'histoire ici, parce que parce que ça, moi je veux dire que ça n'a rien à voir avec la réalité. Je pense qu'on ne demande rien en échange aux Palestiniens, puisqu'on leur propose simplement un volet économique où ils ont à recevoir. Alors, et rien à donner? Mais pour l'instant, mais non, mais qu'est-ce qu'ils donnent? C'est la question est là. Mais ils n'ont rien à donner. De toute façon, les Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner quoi? On leur a demandé des concessions. La concession politique. Mais des concessions. Mais lesquelles concessions politiques? Mais non, mais le droit de. Moi je veux dire. Excusez-moi. La question, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec les Palestiniens, c'est le tout ou rien. Sauf que tout ou rien, ça n'existe pas. Mais on n'est pas en train de parler de tout ou rien. On ne sait rien de ce plan politique. Mais écoutez, arrêtez de dire. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est aussi la question de confiance dans l'intermédiaire. Voilà. Et on peut comprendre aujourd'hui les suspicions des Palestiniens via Jared Kushner. Si vous voulez comprendre, moi je ne les comprends pas. Quand vous voyez Friedman, excusez-moi, quand vous voyez l'ambassadeur américain, il y a 2 jours, aux côtés de la femme du Premier ministre, Sarah Netanyahou, casser avec un marteau le tunnel de Silwan, je veux dire, c'est quand même une action qui a un sens politique, symbolique très large. Et quand on voit que Jared Kushner, ses liens aussi avec... Sur cette réflexion, nous ne devons pas passer à notre deuxième thème. C'est pas une raison pour rejeter les plans, mais c'est une vraie raison qu'à un moment donné, il faut réamorcer. Deuxième thème ce soir. Sur le terrain politique, essayons du côté économique. Pourquoi condamner un projet avant même qu'il n'ait commencé à porter ses fruits? Alors, si on est d'accord avec vous, nous devons clore ce débat. Deuxième thème ce soir, les rebondissements de la politique israélienne. Les élections qui ne présageaient pas de grandes surprises prennent maintenant un tournant intéressant et surtout imprévisible. Alors, auront-elles ou n'auront-elles pas lieu? Avec quel parti? Quel leader? Quelles alliances? D'ici au 17 septembre, le feuilleton ne fait que commencer. Alors, Netanyahou a soumis l'idée d'annuler les élections et de créer un gouvernement d'union nationale. Ballon d'essai, une vraie alternative. Denis Charbit.
Oui, non, je pense que les élections, ça y est, c'est cuit. Elles ont été décidées, il y a une dissolution, on ne fait pas la dissolution de la dissolution, mais c'est vrai que là où on aurait pu, en théorie, penser que, puisqu'on a fait comme une sorte de première session d'examen, on va faire maintenant une seconde session, voilà, et donc on va, tous les mauvais élèves, et les mauvais élèves, c'est ceux qui ont voté pour des partis qui n'ont pas passé le seuil d'éligibilité, voilà, vont bien se comporter, etc. Sauf qu'il y a un nouveau dans la classe. Voilà, sauf qu'il y a un nouveau dans la classe qui est Ehud Barak. Et sauf que, je dirais, déjà qu'on ne tient pas la classe politique avec beaucoup de... on ne la tient pas beaucoup en respect dans la société israélienne, mais là, je dirais qu'on atteint le plus bas. Et je dirais que peut-être le plus grave, c'est que c'est même l'image, je dirais, malgré tout respectable de Benjamin Netanyahou. On peut être son adversaire, mais on considère quand même que l'homme politique est un homme, voilà, qui a de la compétence, qui a du savoir-faire, etc. Et là, quelque part, il semblerait avoir perdu quelques plumes en termes de dignité politique. Alors, une première acte, il n'a pas formé le gouvernement au lieu de suivre la norme qui consiste à remettre au président en disant bah, j'ai pas réussi, essayez de voir avec quelqu'un d'autre, quitte à ce que Rivlin décide de nouvelles élections, il décide, allez, toujours avec ce côté un peu magique de Netanyahou, avec son côté brillantissime, original, bah, on va dissoudre le Parlement alors qu'il n'a même pas encore 1 ou 2 mois d'existence. Oui, mais il a réussi à faire parler tous les membres de la Knesset du Likoud, ou la moitié des membres, en disant oui, il faut annuler les élections. Oui, et même avec l'aide des partis arabes, pour le coup, qui eux ayant été un peu affectés dans les dernières élections, se disent on va faire cette fois-ci une réunion. Deuxième acte, finalement, comme on se rend compte que les Israéliens n'apprécient pas trop la manœuvre, on va essayer finalement de revenir à la situation antérieure et tous les arguments qu'ils n'avaient pas voulu. On se rend compte que les sondages sont pas trop en notre faveur. Bien sûr, non, si les sondages avaient confirmé que c'était le bon scénario, ils auraient continué. Enfin, tout ça donne, je dirais, c'est pas simplement un sentiment de confusion et de cafouillage, mais un sentiment que voilà, c'est la loi de la jungle en quelque sorte. Et je crains que le premier, comment dirais-je, que le premier vainqueur de la prochaine consultation électorale soit les abstentionnistes, c'est-à-dire des gens qui veulent voter, estiment que le droit de vote c'est une conquête démocratique, mais qui estiment que 3 mois après, enfin ça fera 6 mois entre avril et 4 mois pardon entre avril et septembre, estiment que trop c'est trop et que on va pas servir la soupe en quelque sorte, on va pas repasser à la soupe. Emmanuel Et ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut dire, je ne me fierai même pas d'ailleurs au sondage, parce que forcément, ou presque fatalement, le résultat définitif sera différent de toutes les prévisions, pronostics que l'on va faire pendant les semaines à venir. Peut-être que le vrai challenge, c'est de faire amener les gens voter. Voilà, chacun essaie de tirer la couverture à soi. En plus, une campagne électorale qui aura lieu en août, les Israéliens sont en vacances, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient à l'extérieur. Ils font comme les Français. Il y aura 15 jours de campagne électorale entre le 1er et le 15, mais le 1er c'est la rentrée des classes, donc les parents ils ont d'autres soucis que ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un fiasco, et là, je pense franchement que même au Likoud, beaucoup estiment que Netanyahou là est allé trop loin, d'autant que ces 3 derniers mois ont été dominés par personne ne fait marche arrière. C'est ça, mais personne ne fait marche arrière. Mais surtout au Likoud aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte, selon les derniers sondages, et je suis d'accord avec vous, il est trop tôt. On sait que les sondages sont loin d'être exacts. Sur la chaîne 13, il l'était aux dernières élections, mais elles ne sont pas toujours exactes. Mais au dernier sondage, Netanyahou, sans Lieberman, n'a pas de coalition aux prochaines élections. Et donc là, pour lui, il va droit dans le mur. Ça veut dire qu'il va devoir aussi... Il n'a pas de loi d'immunité. Il va devoir faire face à ses problèmes juridiques. Et en fait, on se... Pénal. Oui. Pénal. Et on se retrouve aujourd'hui dans un scénario qui est complètement différent de celui des dernières élections, où on avait Benny Gantz qui arrivait comme le souffle nouveau, la promesse de la gauche. Aujourd'hui, Benny Gantz, on est 2 mois après, a perdu complètement de ce brillant de jeune. Il y a 2 mois, il a perdu sa fraîcheur en 2 mois. Et la personne qui vient lui voler sa fraîcheur et sa jeunesse, c'est l'homme de 77 ans à la retraite, l'homme qui est dans la ville politique depuis des dizaines et des dizaines d'années, Ehud Barak, l'ennemi de Netanyahou, qui a été son général et son ami devenu ennemi, qui aujourd'hui dit voilà, ce qu'il faut faire, c'est un bloc central-gauche
contre Bibi, et donc ça va dépendre de ses alliances en réalité. Est-ce que Ehud Barak va réussir à se joindre et à faire rallier à lui Nitzan Horowitz à la tête de Meretz, et puis on saura dans les minutes qui suivent ce soir les résultats des primaires au Parti travailliste. Est-ce qu'il va réussir aussi la gauche israélienne n'a pas fait preuve de grand courage jusqu'à maintenant. Ils ont refusé de faire bloc avec les Arabes, ils ont refusé de dire qu'ils sont de gauche. Est-ce que la venue d'Ehud Barak, en fait, peut sauver la gauche israélienne? Ari Ben Semoun. Moi, je ne sais pas si la vie politique israélienne a aujourd'hui un véritable sauveur. Cette vie politique, elle est surprenante. Parfois même, elle est choquante, déroutante. Vue de l'extérieur, c'est parfois un petit côté un peu crapoteux, comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que on a souvent comparé le système politique israélien à celui de la 4e République en France. Je pense qu'on arrive à faire mieux dans le pire, si j'ose dire. J'ai quand même un petit sujet, un petit souci. La démocratie, c'est important. Et je comprends parfaitement que le Premier ministre Netanyahou, avec la majorité qui a été constituée, ou en tout cas cette majorité qu'il aurait pu constituer après le premier tour donc, de ces élections-là, puisque nous aurons une élection quasiment à 2 tours, ça ressemble un petit peu au régime que nous connaissons bien en France, je comprends qu'il utilise toutes les ressources de la loi pour défendre ses intérêts. Ça fait partie du jeu. Il essaye un petit peu de raconter des doigts. Non, mais c'était légal. Sinon, il n'aurait pas pu le faire, on est d'accord. Donc, tous les... on n'est pas totalement d'accord là-dessus, parce que le conseiller juridique n'est pas d'accord là-dessus. Pour annuler les élections. Pour annuler les élections. Il a demandé la dissolution de la Knesset, il l'a obtenu par un vote. Si c'est possible, alors on peut le déplorer, on peut trouver que c'est du tripatoire, mais c'est la loi le permet. Donc si la loi il faut le faire. Ce qui est intéressant peut-être, juste un mot. Cela étant dit, moi je crois qu'à un moment donné, si on respecte la démocratie c'est un socle de valeurs solides sur lequel repose le système dans lequel que l'on a choisi de défendre. Et ça ne peut pas être une variable d'ajustement justement de la cuisine politique. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui donne cette impression. C'est-à-dire qu'il aurait dû faire passer la formation du gouvernement, de la coalition à Benny Gantz. Je ne dis pas Amir Badran, il nous reste 30 secondes. Parce que si la loi lui permet de faire autrement et que son intérêt c'est de faire autrement, n'importe qui, écoutez, ne soyons pas naïfs, n'importe qui à sa place aurait fait la même chose. Je dis juste que maintenant... La démocratie, pas la démocratie, je termine, Amira, une seconde. Voilà, juste que maintenant, il faudrait que on retrouve une certaine forme de dignité et de sérénité, et que s'il doit y avoir des élections en septembre, qu'elles aient lieu, et qu'elles n'aient pas lieu pour revenir retrouver le même résultat, mais que merci messieurs, dames, nous devons malheureusement clore ce débat. Merci d'avoir participé à ce numéro des ambassadeurs sur i24 News, que vous pouvez bien sûr revoir en replay. On se retrouve mardi.